Voilà, donc on va travailler toute la journée sur un certain type de thérapie brève qu'on a mis au point, qui s'appelle la thérapie brève self-inductive. Et vous nous direz au fur et à mesure, vous poserez des questions, vous nous direz aussi vos impressions après chaque intervention. Alors la mienne s'appelle la danse de gémellité. Donc nous allons réfléchir ensemble sur le changement et sur les freins au changement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on constate quand les personnes viennent en consultation? Eh bien, elles viennent parce qu'elles sont au bout du rouleau. Elles ont tenté diverses solutions pour sortir de leurs difficultés et ces solutions n'ont pas permis d'aller mieux. En fait, c'est pas tant la douleur qui les fait venir, parce qu'on peut observer certaines situations extrêmement douloureuses dans lesquelles les personnes impliquées continuent à se débattre pendant des années. C'est pas tant la douleur qui les fait venir que la perte d'espoir de s'en sortir. Et la perte de confiance, du coup, dans leur propre capacité. Ce que les Américains dénomment hopelessness ou helplessness, c'est-à-dire perte de l'espoir, perte de la capacité. Ayant perdu l'espoir de sortir de l'impasse douloureuse, ayant essayé des tentatives de toutes sortes, eh bien, ces personnes se résolvent finalement à consulter. Mais du coup, une première question qui se pose, pourquoi n'ont-elles pas trouvé la sortie du labyrinthe, alors que parfois cette sortie paraît évidente aux yeux des observateurs non impliqués? Pourquoi elles restent coincées là-dedans? Et une deuxième question est la suivante. Comment se fait-il que des changements très positifs, attendus parfois depuis longtemps, soient suivis d'une grave déstabilisation? Comment ça se fait? Une promotion ardemment espérée, et voilà l'élu qui déprime lourdement. Un couple qui a passé des années à se construire une belle maison week-end après week-end, et lorsque celle-ci est terminée, il divorce. Des vacances enfin là, et on tombe malade juste à ce moment-là, n'arrivant pas à les savourer. Sans parler du passage à la retraite, parfois suivi d'un décès dans l'année qui suit. C'est sans doute pas pour rien que la Française des Jeux offre un soutien psychologique aux heureux millionnaires. J'aimerais bien avoir un soutien psychologique de cet ordre. Serions-nous à ce point allergiques au changement, même lorsqu'il est censé être source de bonheur? C'est quand même une sacrée question. Tous les psys connaissent le paradoxe suivant. Le consultant vient pour changer, mais il va présenter d'une façon plus ou moins nette une résistance à ce changement auquel il aspire. Alors, comment donc est-il possible qu'une thérapie brève de quelques séances amène de puissants et profonds changements dans ces conditions? Pour ça, faisons d'abord un détour en voyant la façon dont nous avons structuré notre identité psychique dans l'enfance. Première remarque. Tous les changements importants, maturatifs, ont été l'occasion d'une douleur. À chaque fois, il a fallu affronter la perte d'un premier état pour accéder à l'étape suivante. On pense bien sûr au choc de la naissance, déjà ce changement majeur, perte du paradis de la vie fœtale, nécessaire pour pouvoir passer à la vie terrestre. Le sevrage, perte du sein au profit d'une nourriture plus solide et plus autonome. L'apprentissage de la propreté, la découverte de la différence des sexes, la découverte de la différence générationnelle. Tous ces passages ont exigé une perte provisoirement douloureuse. C'est ce que Françoise Dolto a dénommé les castrations symboliques. Donc changement égale douleur et perte. C'est ce qui s'est inscrit en nous dans l'enfance. Deuxième remarque, l'acquisition d'un moi stable s'est effectuée progressivement. Il a fallu traverser des angoisses importantes, et en particulier la première de toutes, l'angoisse de morcellement. Partir en morceaux, se désintégrer, perdre le liant qui garantit une identité stable et sécure, eh bien, logée au fond de nous, existe cette peur, puisque nous avons tous eu cette expérience de l'angoisse de morcellement. Donc le changement douleur et perte, et le changement réveille sans doute une angoisse identitaire. Est-ce que je ne vais pas partir en morceaux? Est-ce que je ne vais pas perdre mon identité? Alors on pourrait se demander pourquoi diable vouloir avancer et désirer le changement?
puisque c'est si plein de difficultés. Eh bien, ceci tient à plusieurs points, me semble-t-il, et par exemple, l'illusion, la quête phallique jamais vraiment éteinte, le désir lié au manque, chercher à le combler, enfin je le comblerai, l'imaginaire qui peut promettre qu'on trouvera dans le futur ce qu'on a perdu dans le passé, la fuite de la douleur. Donc beaucoup de choses un peu illusoires qui nous poussent en avant quand même, heureusement d'une certaine manière. Et puis le désir d'individuation et d'aspiration à l'autonomie, qui elle-même vient en contrepoint de l'aspiration à la fusion. On va revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'il en est de ce dilemme? Fusion bienheureuse ou aspiration à la diffusion et à l'autonomie? En fait, on désire ces deux aspects. Ils nous sont tous deux indispensables. Fusion, autonomie. Or, tous deux puisent leurs racines très profondément en nous parce qu'ils renvoient aux bases mêmes de notre expérience identitaire. En effet, comment nous sommes-nous structurés sous cet angle? Le bébé est incapable de contenir les affects qu'il traverse, ainsi que les sensations physiques qui sont vécues comme très puissantes et incontrôlables. Donc, à l'époque, il ne dispose ni du langage, ni d'un contenant psychique qui permettrait de donner une forme à ses vécus et qui lui permettrait de les contenir sans être débordé par eux. Donc, il est submergé par ça. Il vit alors une expérience que nous avons tous connue, celle d'être fusionné au psychisme maternel. C'est la mère, elle-même fusionnée au vécu de son bébé, qui va sentir intuitivement ce qu'il vit et lui permettre de contenir et de donner du sens à ses vécus. Elle lui parle, elle babille, par exemple, elle commence à lui donner le bain, alors il y a le bébé qui écarte les bras, qui crie, elle le rassure avec une voix douce. Ne t'inquiète pas mon petit, je te tiens bien, tu vas pas te noyer, tu peux savourer cette bonne eau bien tiède, regarde comme je te tiens la tête, etc. etc. Et bien qu'est-ce qu'elle fait dans ces moments-là? Elle récolte les vécus, les émotions, les sensations de son bébé, et elle lui rend détoxiqué, supportable, non dangereux. On dirait en psychanalyse qu'elle lui prête son contenant psychique, et que progressivement, le bébé va intégrer et structurer ce contenant psychique qui deviendra son propre contenant psychique. Mais alors, cette phase n'est pas banale. C'est un moment de notre vie, unique presque, où nous expérimentons d'avoir un seul psychisme pour deux corps, celui du bébé et celui de la mère. Un seul psychisme. Winnicott explique cette nécessité en appelant la maladie maternelle. Voulant dire par là qu'il faut accepter cette étrange situation d'être deux en un seul. Maladie, entre guillemets, dont elle sortira au fur et à mesure que le bébé acquiert son propre psychisme. Cette expérience fondatrice est indispensable. Sans elle, le bébé meurt ou devient fou. Winnicott écrit la phrase célèbre « Un bébé tout seul, ça n'existe pas », voulant indiquer qu'un bébé sans entourage maternant, ça meurt. Donc, premier temps indispensable qu'on a tous connu, la fusion des deux psychismes. Cela crée un lien à l'autre dont nous garderons la trace, et ça éclaire sans doute de nombreux écrits psychanalytiques sur la porosité des inconscients, et en particulier des psychanalystes de l'intersubjectivité, tels que Thomas Ogden, par exemple. Temps de la fusion, donc. Mais deuxièmement, tout aussi indispensable, si on ne veut pas devenir fou, le temps de la diffusion, de la distanciation, de la limite entre soi et l'autre. C'est alors la fameuse phase du non, dont René Spitz a montré que c'était un des 3 organisateurs psychiques, la phase du non. L'enfant, tous ceux qui ont eu un enfant en bas âge le savent, de 1 an et demi jusqu'à 2 ans et demi et parfois plus, c'est-à-dire pendant un temps considérable, vu son âge, va clairement s'opposer à ses parents. Ce non incessant et catégorique, ses refus, son opposition, en fait se révèle indispensable pour qu'il puisse s'autonomiser et arriver plus tard, à 3 ans, à dire « je ». Donc la phase du non est indispensable. Qu'est-ce qu'il en reste gravé en nous?
une force d'opposition aux propositions amenées par autrui, surtout si celui-ci est en position de puissance, comme l'étaient les parents face au jeune enfant. Alors on commence ici à subodorer pourquoi cette si fréquente résistance au changement peut être liée au transfert d'une situation infantile. Transfert accentué nettement lorsque l'interlocuteur est en position de force, en position haute, donneur de belles idées, de belles interprétations, de belles et bonnes suggestions quant aux solutions qui devraient être adoptées, etc. Et bien d'une certaine manière, ça suscite le non, quoi. En résumé, premièrement, le changement représente une certaine menace. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on trouvera. Ne risque-t-on pas de graves conséquences, etc. En fait, ça mène souvent à l'immobilisme. Je me rappelle avoir été frappé par un reportage sur l'assèchement du lac Tchad. Vous savez que le lac Tchad diminue considérablement, qu'il est en train de s'assécher complètement, alors que c'était presque une mer. Eh bien, les populations restaient accrochées à ce lieu devenu mortifère, plutôt que de se déplacer une centaine de kilomètres plus loin, où elles auraient trouvé des fruits, de la végétation, etc. Comme s'il y avait une difficulté à bouger. Le changement représente une certaine menace. Et deuxièmement, la proposition de changement faite par l'autre suscite le non, pas forcément manifesté clairement, car elle porte le risque de se perdre identitairement. Donc, en tant que thérapeute chargé d'aider la personne à trouver un changement dans sa manière de faire pour qu'elle sorte de son labyrinthe, vous voyez que c'est déjà pas facile. Et alors ça va être encore plus compliqué si je rajoute une couche. Non seulement le changement qui serait nécessaire pour sortir de l'impasse est une démarche difficile, mais de plus, il faudrait que ça soit un changement représentant un virage à 180 degrés. La sortie du problème se situe généralement à l'inverse des solutions précédemment adoptées. Autrement dit, il faudrait que la personne fasse l'inverse de ce qu'elle essaye pour résoudre son problème, ce qui lui paraît vraiment bizarre, quoi. Ça ne correspond pas à ses idées. Exemple, bien connu dans les couples par exemple. Son mari s'éloigne, elle le colle de plus en plus, y compris amoureusement, et il s'éloigne encore plus. L'idée même de s'éloigner elle-même de lui pour qu'il sente le manque, l'inquiétude, et qu'il se rapproche, serait presque impensable pour elle. Et pourtant, ce serait souvent la solution qui changerait l'interaction problématique. Alors pourquoi un virage à 180 degrés est-il si difficile à envisager lorsqu'on est en train de chercher sa solution tout seul? Parce que nous cherchons à l'intérieur de notre cadre de référence. Or, celui-ci n'a pas prévu les cas de figure qui sont hors de son champ d'action. Nous nous sommes développés un peu à la manière d'un arbre. À partir des racines que sont nos expériences, nous avons établi progressivement des croyances, des convictions, des certitudes, qui elles-mêmes vont établir ensuite des valeurs, des filtres perceptifs et des comportements liés à ces filtres. Or, ces comportements, vous le savez bien sûr pour la plupart, provoqueront bientôt l'auto-validation de tout le reste, puisque la réalité, entre guillemets, me confirmera que ce que je croyais était bien vrai. Je ne développerai pas outre mesure ce point bien connu sur la réalité, et parfaitement argumenté par les penseurs de Palo Alto, par exemple dans le livre « La réalité de la réalité ». La réalité, c'est avant tout ma carte du monde. Et cette carte du monde me permet certaines solutions, certaines attitudes, mais pas d'autres. À l'intérieur de cette carte du monde qui est la mienne, je vais tenter des tas de solutions diverses. C'est ce qu'on appelle les changements de niveau 1. Je change divers paramètres contenus dans mon espace de croyance, mais comme je reste dans le même cadre de croyance, les changements, même s'ils sont fébriles et nombreux, n'amènent pas de solution. Vous savez, plus ça change, plus c'est la même chose. Seul un changement de niveau 2, c'est-à-dire situé en dehors de mon périmètre de vision du monde, permettra une solution. Ces questions, bon, sans doute, il y en a pas mal d'entre vous qui les connaissent. Elles nous amènent l'idée suivant laquelle tous les systèmes établissent, pour survivre, un fonctionnement homéostatique destiné
à les maintenir stables avec le minimum de changement homéostatique. Que ce soit le système psychique interne, une fois qu'il est établi, il y a des systèmes homéostatiques pour rester stable, que ce soit le système à deux d'un couple, que ce soit le système à plusieurs d'une famille, et ainsi de suite. L'homéostasie est là, tous ont des régulations homéostatiques qui, en fait, du coup, fonctionnent comme des freins au changement. Alors, comment ça change? L'évolution de ces systèmes est permise par des crises. Crise de couple, crise du groupe, crise périodique. Et dans ces crises, ça permet de réétalonner les normes homéostatiques précédentes. Mais sinon, c'est homéostatique, donc c'est une certaine lutte au changement. En résumé, des peurs anciennes que le changement réveille, la résistance au changement proposée par l'autre, lorsqu'il est en position haute du moins, un cadre délimité qui inclut seulement certaines solutions, l'homéostasie qui empêche les changements, et face à tout cela, pour que la personne sorte de son labyrinthe douloureux, nécessité d'un changement de sens radicalement opposé à ce qui paraît, aux yeux de la personne, être le bon sens. Vous voyez que ce n'est pas simple, en apparence. Comment allons-nous aborder et résoudre toutes ces difficultés en TBSI? Alors, tout d'abord, notons une spécificité des systèmes dans lesquels deux personnes sont étroitement liées. Nous constatons par exemple avec les jumeaux, ou bien chez les couples, que rapidement une polarisation s'installe. L'un des jumeaux sera extraverti et l'autre sera introverti. L'un sera diplomate, l'autre sera agressif. L'un sera dépensier, l'autre radin. Et ainsi de suite. Scolaire, sportif, optimiste, pessimiste, etc., etc. Un peu comme s'il était vital pour une part d'eux-mêmes de s'assurer une identité face à cet autre avec qui ils ont des liens si forts et si étroits, s'assurer leur identité en occupant le pôle opposé. Alors, dans l'hypothèse où un thérapeute et son patient créeraient un système à deux étroitement connecté, de nombreuses conséquences très riches en découleraient. Parmi celles-ci, on trouve, mais on va détailler ça tout au long de la journée, l'effet Rosenthal. Rosenthal, Marion Caramello en parlera tout à l'heure, un psychologue qui a souligné comment les attentes et les idées qu'on a sur quelqu'un font que cette personne finit par se conformer à ses attentes et à ses idées. Mais dans un sens positif, les sentiments positifs du thérapeute concernant les capacités et les compétences du patient vont permettre à celui-ci de les découvrir et de les exhumer. Mais ça suppose que le thérapeute ait la conviction qu'il y a des capacités et des compétences chez le patient. L'effet Rosenthal. Il y a un autre intérêt, si on est très étroitement lié, c'est que l'approche au plus près des vécus douloureux de la personne va être beaucoup plus aisée, beaucoup plus facile, dès lors que le thérapeute accompagne le patient vers ces vécus-là. On est ensemble pour aller vers ces vécus terribles. Du coup, on y va plus facilement en tant que patient. Et troisième point, mais on va y revenir, la possibilité de se répartir en temps utile les forces qui poussent au changement, puisqu'il y en a, je voudrais sortir de cette difficulté infernale dans laquelle je suis, et les forces qui sont destinées à freiner ce changement, puisqu'il y en a aussi, puisqu'il y a tout un système homéostatique pour empêcher que ça change. Comment on va faire avec ça? Nous allons donc en TBSI créer un SA2, un système à deux. Et on va le créer par ce que nous appelons la danse de gémellité. Ça veut dire comme si on était des jumeaux du patient. Celle-ci consiste pour le thérapeute à percevoir en lui-même, les souvenirs, les sensations, les émotions qui lui permettent de se sentir similaire au patient. Relativement, bien entendu, pas exactement pareil, mais suffisamment similaire. Ce que l'autre amène, ces douleurs, les doutes, les situations intenables, le dégoût, les déceptions, et tout le cortège associé à sa demande, est accompagné intérieurement par le thérapeute, qui
qui fait le nécessaire pour trouver en lui-même des éléments de vécu relativement similaires. Ça ne m'est pas étranger, quoi. Ça ne m'est pas étranger parce que je le retrouve en moi. Je sais comment, à un certain moment donné, j'ai pu être déprimé, triste, dégoûté, et tout ce qu'on veut. Même si ce n'est pas exactement de la même manière que le patient, je peux quand même le savoir quelque part en moi. Étant donné les deux dimensions qui sont les suivantes, premièrement, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et deuxièmement, ma psychothérapie personnelle en tant que futur thérapeute m'a permis d'apercevoir les coins et les recoins de ma personnalité et ses divers mécanismes de défense. Eh bien, comme rien de ce qui est humain ne m'est étranger et que j'ai aperçu le maximum de facettes de moi, alors je peux trouver une certaine identification avec le patient qui vient me consulter, quel qu'il soit. Je ne suis pas seulement en empathie, ce que tout le monde connaît, mais une part de moi est encore plus loin, est en sympathie. Sympathène, vivant les mêmes émotions, les mêmes ressentis que lui. Quand le thérapeute est ainsi positionné, plusieurs conséquences en découlent. Premièrement, l'autre n'est pas un cas pathologique à soigner, mais un frère ou une sœur en humanité, dont le thérapeute peut comprendre le tiraillement, peut comprendre les difficultés. Ça ne lui est pas étranger non plus, quoi. Premièrement, l'autre n'est pas un cas pathologique à soigner. Deuxièmement, le thérapeute, lorsqu'il reformule et incite à creuser le plus possible les vécus douloureux, parce qu'on y va dedans, on va ensemble dans les vécus douloureux, eh bien, du coup, il possède une qualité de présence spécifique, puisque lui-même, il est aussi dedans. C'est pas un observateur extérieur qui va dire « Ah oui, c'est ça que vous vivez ». Non, je suis dedans, quoi, je suis avec. Ben ça m'est pas difficile de comprendre ce que vous vivez, parce qu'une partie de moi le vit la même chose, sauf qu'on ne lui dit pas ça. On baigne ensemble dans la douleur et dans le désespoir. Et ceci permet au patient d'aller lui-même, du coup, bien plus loin et bien plus en sécurité vers ses vécus, vers ses contradictions, vers ses limites, parce qu'on est deux pour y aller. Donc, l'autre n'est pas un cas pathologique, on va dedans ensemble. Et troisième point, le thérapeute exclut toute position haute de supposé sachant. Pourquoi? Parce que ça empêcherait la danse de gémilité. On n'est pas des jumeaux si je suis en position haute, celui qui sait, qui est... Donc du coup, il s'installe, le thérapeute, dans ce que nous nommons une relation d'équivalence, dont nous parlera Pascal Lemay dans son intervention cet après-midi. La relation d'équivalence. En somme, et du fait d'un accompagnement actif et intense, ils sont deux à explorer les arcanes du problème et de ce qu'il entraîne comme difficulté intérieure, difficulté qu'il s'agit d'exhumer et de regarder le plus en face possible. En termes psychanalytiques, nous nous référons aux études sur les deux types de transferts. Le transfert névrotique, qui doit s'installer pour être interprété, la fameuse névrose de transfert névrotique qui renvoie au conflit, aux pulsions, à l'Oedipe, etc. Et le transfert de base, qui est la reproduction d'un lien primaire avec la mère, qui permettra que le lien reste solide malgré les vicissitudes du transfert névrotique. Eh bien, d'une certaine manière, en TBSI, nous décourageons le transfert névrotique, qui exigerait un long travail psychanalytique. En effet, comment on le décourage? Nous sommes en face à face, nous avons une présence active, des échanges verbaux intenses, tout ça, ça ne permet pas facilement de faire du transfert névrotique classique. Et par contre, nous favorisons le transfert de base, la danse de gémilité, un psychisme commun aux deux personnes en présence, qui permet un lien immédiat. Ceci nous est facilité par le fait que le patient découragé, fragilisé, quand il vient, il a perdu. Eh bien, il retrouve plus facilement lui-même ses vécus inconscients d'enfant débordé et impuissant. Et il ne sait pas vraiment qu'il est comme un enfant débordé et impuissant, mais ça, c'est une sorte de réveil de ça, quoi. Hein. Ce qui fait que, du coup, il est plus facilement dans ce transfert de base, où on va essayer d'être deux psychismes en un seul. Mais ceci est aussi favorisé par le lien d'identification de la part du thérapeute, gémellaire et en relation d'équivalence, que nous instaurons activement.
Alors, il y a plusieurs temps. Le but du premier temps du système A2, le but du premier temps du système A2 est double. Premièrement, créer un lien de cœur à cœur, d'être humain à être humain, totalement respectueux de cet autre, dont je comprends qu'il se dépatouille tant bien que mal, comme moi-même j'ai pu le faire à d'autres moments, et comme je peux le faire encore parfois. C'est quand même autre chose d'être dans cet esprit, en tant que thérapeute, que d'être l'expert. Créer un lien cœur à cœur, d'être humain à être humain, respectueux de l'autre. Et l'autre, il se débrouille comme moi je me débrouille. Et deuxième point, du fait qu'on est dans ce lien-là respectueux et intense, favoriser le chemin vers l'expression de tous les aspects négatifs. On commence vraiment par aller à fond dans le négatif. Négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est douloureux, mais ça veut dire aussi tout ce qui est résistentiel. Oh là, mais je ne sais pas si je peux vous parler de ça, etc. Et on accompagne. Sachant que c'est seulement une fois que ces vécus, ces aspects négatifs une fois qu'ils auront émergé, qu'ils auront été dits, qu'ils auront été ventilés, que alors seulement des aspects positifs et de renouveau pourront venir à jour et occuper le devant de la scène. Un peu comme si la personne, quand elle est tellement occupée par ses propres vécus négatifs, douloureux et autres, elle ne peut rien entendre d'autre ni aborder d'autres. Il faut d'abord qu'elle les crache, qu'elle les sorte, qu'elle les voit, qu'elle les regarde, qu'elle les dépose là, et après, elle pourra entendre, accepter, accompagner vers autre chose de plus libérateur et positif. Donc ça, c'était le premier temps. Hein. Cœur à cœur respectueux et expression intense du négatif. Ensuite, dans un deuxième temps, ce système A2 permet que le patient puisse plus facilement accompagner à son tour le thérapeute sur le chemin proposé, celui de la découverte ou de la redécouverte de ses propres capacités. Le thérapeute a d'abord été à fond dans le monde du patient, et le patient va en retour aller dans le monde proposé par le thérapeute. Monde où il y a ses compétences de patient et la vision des solutions différentes. Donc c'est le deuxième temps, ça. Premier temps, premier temps, on accompagne le patient. Deuxième temps, il nous accompagne sur le chemin de la perspective de changement. Et troisième temps, dans un temps final, il va se passer un mouvement très particulier. En effet, le thérapeute et le patient étant dans un système à deux, la polarisation va s'installer. Or, cette polarisation va permettre de gérer le balai contradictoire des forces de changement et des forces de maintien homéostatiques freinatrices du changement. Ça, c'est vraiment très intéressant et tout à fait étonnant. C'est-à-dire, vous allez voir, on va en parler, plus on freine le changement, plus le patient est libéré pour changer. Le thérapeute, après avoir favorisé l'expression et la mise à jour la plus détaillée possible de tous les vécus négatifs, la reconnaissance des capacités du patient par un certain type d'interaction dont on va parler, à la fois non-verbale ou verbale en position basse, et la découverte des possibilités de changement. Donc une fois que le thérapeute a vraiment été là-dedans, désormais il va porter les forces de frein. Il va inciter à ce que le changement, la nouvelle expérience, indispensable pour qu'un virage à 180 degrés s'amorce, parce qu'il ne suffit pas d'avoir compris, il faut expérimenter, que le changement et la nouvelle expérience soient la plus minime possible. Et une fois qu'on est tombé d'accord sur une petite expérience que le patient pourrait essayer de faire, etc., mais que vraiment minime, le thérapeute va douter que le patient puisse réellement y arriver. Ouh là là, mais ça va être très difficile, je ne sais pas si vous allez y arriver. Donc, d'une certaine manière, il endosse lui-même les forces de frein, et plus il endosse lui-même les forces de frein, plus la polarisation du SA2 va permettre au patient d'endosser les forces de changement et de réaliser, en dehors du temps de la séance, des actions nouvelles. Ces actions nouvelles, dont le départ est extrêmement minime, je vous en donnerai des exemples tout à l'heure, vont entraîner des changements en boule de neige dans tous les secteurs de la vie de la personne, sur des secteurs dont on n'avait pas du tout parlé. Il y a plein de changements qui arrivent alors qu'on était parti sur une toute petite bricole. Cette phase de mise en mouvement vers le virage à 180 degrés n'est envisageable, je vous le rappelle, qu'aux conditions énoncées. Danse de gémilité et relation d'équivalence.
Expression intensive et émotionnelle du négatif. Connotation positive ou recadrage en position basse. Découverte des capacités existantes chez le patient. Vision en pensée vidéo, on y reviendra, de ce que pourraient être les changements. Et, finalement, frein successif. Diminuer le changement à presque rien et assurer que même ce presque rien va être difficile à réaliser. Eh bien, les résultats sont parfaitement étonnants. Je vais vous donner quelques exemples. Des exemples de mini tâches proposées. Un jeune homme de 19 ans, timide, inhibé, sans emploi, n'osant pas se présenter aux employeurs. À la séance 3, il a eu plusieurs propositions d'emploi et 2 entretiens d'embauche réussis. Je ne vous détaillerai pas ces 2 séances précédentes, mais je reste sur les mini-expériences proposées à cette occasion. Eh bien, à la séance 1, la première expérience qu'il s'agissait de faire, c'était de se renseigner sur des cours de piano. À la deuxième séance, la mini-tâche, il s'agissait de appeler un copain. Les 2 tâches étant assorties des doutes du thérapeute, car ça allait être difficile. Donc à la S4, il a désormais un travail. Il a commencé une formation BAFA. Mais, dit-il, il n'arrive pas à se positionner dans les réunions, il n'ose pas intervenir. Tâche, mettre un bras sur la table quand il a envie d'intervenir. Point, pas plus, pas ça. Pas intervenir, pas faire quoi que ce soit, mettre un bras sur la table. Mais ça va être difficile. Et à la S5, il revient, il explique comment il a aisément pris la parole. Il dit aussi qu'il a trouvé tellement d'assurance dans sa vie et de constater de tels changements, puisqu'il a du travail, il s'affirme, il fait sa formation BAFA, etc., en 5 séances. Et du coup, il y a tellement de changements dans sa vie qu'il choisit désormais d'arrêter là, heureux d'avoir changé à ce point-là. Autre exemple de mini expérience proposée aux patients. Une jeune femme de 34 ans, d'allure assez masculine, pas trop bien dans sa vie, pas trop bien dans sa peau. Elle doit faire un exposé devant ses collègues, mais elle manque de confiance à cette perspective. Finalement, la séance 1, donc c'est la séance 1, s'oriente un peu sur la question d'être son allure masculine. La tâche, simplement appeler une amie qui a elle-même le numéro de téléphone d'un visagiste. Difficile. À la S2, à la séance 2, la séance suivante, elle arrive entièrement relookée. Elle a été chez le visagiste, elle a changé de style de vêtements, elle est très féminine, et elle a fait avec succès son intervention auprès des collègues. Quelques séances seront ensuite centrées sur la relation à son mari, interloquée d'avoir désormais une femme si féminine. Quelques autres exemples, brièvement. Cet homme, la cinquantaine, cotorep depuis quelques années, car il a des difficultés de vue. Cotorep, c'est reconnaissance d'être handicapé. Qui reste enfermé dans sa chambre toute la journée et qui désespère de retrouver une vie normale. À la séance 6, il se déplace seul en vélo, il prend le train et le bus, il a une perspective d'emploi à Lyon, c'est-à-dire à 100 km de chez lui. Dans son cas, la tâche n'était même pas minime, puisque la position adoptée par la thérapeute, a été de paradoxer et de proposer que vraiment sa situation avait de nombreux avantages qu'il fallait éviter de remettre en question, que certainement une part de lui avait besoin que ce soit ainsi, qu'il fallait se respecter, etc., etc. Donc là, nous sommes dans du paradoxe, attitude adoptée, lorsque la situation est particulièrement enquistée et rigide. Revenons à des expériences extrêmement minimes. Cette jeune fille de 17 ans, complexée de son physique, ne sortant pas, restant obstinément isolée, malgré son désir d'avoir des relations et de se sentir mieux dans sa peau. Tâche proposée à la séance 2. Mettre un trait sur un papier chaque fois qu'elle a un sentiment positif sur elle-même. À la séance 4, elle a été en boîte avec une copine, elle s'est fait draguer, elle se sent nettement plus forte et plus en confiance et elle a vu ses résultats scolaires s'améliorer nettement. Cette femme de 47 ans vit un grand mal-être au travail. Elle se sent le bouc émissaire. Elle n'est pas bien. Tâche, à la séance 1, mettre une photo sur son bureau. À la séance 2,
eh ben, elle a demandé une mutation de service. Mais elle est encore tracassée d'avoir si peu d'énergie que le soir en rentrant, elle se couche dès qu'elle arrive. Tâche, jardiner 20 cm² de son jardin une seule fois dans la semaine. En séance 3, la séance suivante, elle a fait des démarches pour changer de service et le soir, en rentrant du travail, elle est active et en forme. En séance 4, elle a changé de service, elle travaille à 80%, ce qui lui va très bien, et elle se sent beaucoup mieux dans sa peau et dans sa vie, et elle arrête là. Bon, des exemples de cet ordre, on en a des dizaines. Donc, en fait, là, quand je vous raconte ça, le côté stupéfiant, c'est l'écart entre le dérisoire de l'expérience nouvelle qui est proposée aux patients et l'ampleur des changements qui s'en suivent. Eh bien, le secret semble bien se situer dans le SA2 permettant au thérapeute de faire découvrir aux patients ses capacités, puis d'assumer activement les forces de frein au changement. La nouvelle expérience, virage à 180 degrés, est réduite à une dose extrêmement minime. Et en plus, elle est assortie de la crainte manifestée par le thérapeute que ça soit encore difficile. Et le patient, qui a quant à lui assuré qu'il ferait ça sans problème, prend en main lui-même ses décisions de changement après ça. C'est lui qui décide. On ne lui a pas dit de faire telle et telle chose, c'est lui qui les fait, parce que c'est comme si ça avait initié le changement. Et celles-ci, ces décisions de changement, vont beaucoup plus loin et dans beaucoup plus de secteurs que ce que le thérapeute aurait pu proposer. Donc, là, je ne peux pas tout vous détailler, on a 6 interventions. Je vous présente ici la TBSI que d'une manière très succincte. En fait, en formation, les participants disposent d'un manuel de 140 pages et d'une dizaine de CD audio, donc je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. Mais l'essentiel et le plus difficile pour certains, c'est d'adopter ces attitudes tellement spécifiques que sont la danse de gémilité, la relation d'équivalence, l'aptitude à la position basse, la croyance dans les capacités du patient et l'art de porter les forces de frein. À la limite, c'est plus difficile pour des psys expérimentés parce que c'est en dehors de leur pli habituel, quoi. Et s'ils acceptent de le faire, nous verrons par exemple avec Marion Caramello qui est psychologue, il y a des résultats vraiment très très intéressants pour eux. Donc à gros traits, et pour simplifier beaucoup, si on veut des points de repère, parce que les gens aiment bien avoir des points de repère, on pourrait dire que nous avons le positionnement des thérapies humanistes, Rogers, etc., mais en y ajoutant quelque chose qui n'est pas dans les positions humanistes, qui est l'activisme de la thérapie brève centrée sur la solution, la TBCS par exemple. Nous avons la centration sur les solutions telles que la préconise la TBCS, mais, ce qui n'existe pas en TBCS, en y ajoutant la position basse et le paradoxe de Palo Alto. Et nous avons la position basse et le paradoxe, mais sur un mode profondément respectueux, conforme aux thérapies humanistes. Toutefois, je crains de vous inciter à réduire la TBSI à cette articulation des diverses thérapies, assortie d'une compréhension psychanalytique des enjeux, alors même, nous le savons bien, que le tout est différent de la somme des parties. Et donc, qu'on a là quelque chose malgré tout de spécifique. Et j'espère que les exposés qui vont suivre vous permettront de bien le sentir tout au long de la journée. Merci.